Pour ceux qui n'étaient pas là avant, bienvenue. Pour ceux qui étaient là, bienvenue pour la suite. Merci à Marie Farge d'être venue pour cet après-midi, où on a essayé de décliner différents aspects sur le climat. Donc tout à l'heure, on a eu la conférence de Joël Collado qui nous a expliqué un peu comment on faisait ses prévisions. Et maintenant, tu vas nous parler un peu de toutes les équations qui sont derrière ces codes. C'est à la fois de la physique, des mathématiques, peut-être même de l'informatique. Tout à l'heure, tu es intervenu sur les problèmes de codage et d'ordinateur. Donc je pense que ça va nous apprendre plein de choses sur finalement la science qu'il y a derrière les prévisions météo. Je te laisse la parole. Bon, j'ai un petit peu peur de ne pas être à la hauteur des espoirs. Parce que, disons, un chercheur comme moi, on fait très rarement des conférences grand public. Et pour moi, le principe, quand on fait une conférence grand public, on évite quand même d'utiliser les équations. Alors, il y en aura quand même quelques-unes, mais disons, si tu t'attends à des équations, j'ai plutôt mis les équations sous le tapis pour ne pas vous embêter. Hein? Et le titre général, c'est « Quelles mathématiques pour les prévisions météorologiques et climatiques ?» Et je vais essayer de montrer, d'essayer de vous raconter déjà quand même comment sont faites les simulations numériques pour la prévision de la météo et du climat. Et puis on va mettre des coups de projecteur sur un ou deux aspects, peut-être un peu plus en détail, pour illustrer. Donc merci pour l'invitation. Et je suis très contente d'être dans cette salle, à l'Institut Henri Poincaré. Vous savez que c'est sa valeur historique pour les matheux, un endroit pareil. C'est très émouvant d'être ici. Et la première des choses à faire, c'était d'introduire cet exposé par des réflexions d'Henri Poincaré, qui non seulement était un grand mathématicien, mais c'était aussi, il avait plein de talents. Il était épistémologue, parce que ça c'est une réflexion à caractère, on va dire, épistémologique, de réflexion sur qu'est-ce que prédire et qu'est-ce que la science. Et puis, vous savez peut-être pas, mais il avait aussi une œuvre littéraire, je crois qu'il écrivait des comédies de boulevard, des trucs comme ça. C'était quelqu'un de... Les génies, c'est en général, ils peuvent un peu tout faire, même très bien tout faire. Donc, pourquoi les météorologistes ont-ils tant de peine à prédire le temps avec quelques certitudes? Pourquoi les chutes de pluie, les tempêtes elles-mêmes nous semblent-elles arriver au hasard, de sorte que bien des gens trouvent tout naturel de prier pour avoir la pluie ou le beau temps, alors qu'ils jugeraient ridicule de demander une éclipse par une prière? Nous voyons que les grandes perturbations se produisent généralement dans les régions où l'atmosphère est en équilibre instable. Voilà, un premier mot jeté très important, instable. Qu'un cyclone va naître quelque part, mais où? Ils sont hors d'état de le dire. Un dixième de degré en plus ou en moins, en un point quelconque, le cyclone éclate ici et non pas là. Et il étend ses ravages sur des contrées qu'il aurait épargnées. Alors tout à l'heure avec Joël Collado, c'était très intéressant parce qu'il nous a bien évidemment parlé de l'événement grave qui s'est produit dans la région de Cannes. Et alors c'était amusant parce qu'il était très content en fait. La prévision avait vraiment bien marché parce qu'ils avaient prédit l'orage exactement entre Cannes et Mandelieu, je crois, vraiment au bon endroit. Simplement, en gros, au lieu de prédire une certaine quantité de pluie, je crois qu'ils avaient une prédiction genre 90 cm, quelque chose comme ça, et en fait, il est tombé 180. Donc, est-ce que c'est une bonne prévision quand on se rate quand même d'un facteur 2 sur la quantité d'eau qui vous tombe sur la tête? Voilà, donc dans le cas que donne Poincaré ici, effectivement, il fait allusion au fait que le cyclone éclate à un autre endroit, mais même quand il éclate au bon endroit, parce que la prédiction était apparemment bonne, il faut prédire aussi la bonne quantité d'eau pour qu'on évacue les gens ou pas. C'est tout le problème quand même, c'est une partie essentielle aussi de la prédiction. Voilà, alors je continue. Si on avait connu ce dixième de degré, on aurait pu le savoir d'avance. Mais les observations n'étaient pas assez serrées, ni assez précises, et c'est pour cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Donc, alors là, on était dans les années, à la fin du 19e siècle. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et c'est un peu le sens de... Je vais essayer de vous dire. Alors, première remarque, tout à l'heure, c'était sympathique, Joël Collado disait qu'il n'aime pas le mot prédiction, et il préfère le mot prévision. Alors en fait, je pense que nous sommes d'accord, mais j'ai proposé cette séparation entre prédiction et prévision. En fait, la prédiction consiste à dire à l'avance, de la façon la plus exacte possible, ce qui va arriver, mais sans que l'on puisse en modifier le cours. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement
déterminée, donc par les lois de la physique, par la nature, etc. Et dans l'absolu, elle est indépendante de l'homme. Donc, même si on prédit mal, ça va arriver, c'est indépendant de nous. En physique, on a un principe très très important que vous connaissez tous, qui est le principe de relativité. C'est que les lois sont indépendantes des observateurs. Donc, et c'est pour ça qu'on peut être... C'est vraiment le principe d'objectivité, c'est-à-dire que on ne change pas les lois de la physique en suivant le point de vue dans lequel on regarde le phénomène. Alors, l'exemple typique d'une prédiction que je peux vous faire tout de suite, c'est que le Soleil, un jour, va s'éteindre. Bon, d'accord. Alors, je ne vous dis pas quand exactement, mais disons, au vu des lois de la physique, on est tous d'accord sur le fait que le rayonnement solaire, un jour, cessera. De même, on peut prédire une période de canicule. Bon, et au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, on n'est pas capable de faire en sorte de l'éviter. Là, je parle à court terme. On peut prédire l'arrivée de la mousson indienne avec une assez bonne précision, etc. Alors, pour moi, la prévision, c'est encore autre chose. La prévision, c'est l'idée de prédire, bien évidemment, ce qui peut arriver potentiellement, mais idéalement, c'est tout en pouvant essayer d'en modifier le cours. Et là, c'est plus l'esprit dans lequel on est par rapport aux simulations de climat dont je vais vous parler, qui est que le rôle de l'homme moderne, depuis la révolution industrielle, ça a été d'avoir injecté quand même des quantités de CO2 assez importantes dans l'atmosphère. Et donc, on a un effet de l'homme. Et ça change quand même beaucoup la nature des choses. C'est-à-dire que l'homme lui-même est inclus dans le système. Alors qu'en général, la physique, je vous dis, on se met en dehors. Voilà. Et donc, comme exemple d'application on fait de la prévision. Par exemple, si les épidémiologues, il y a des épidémiologues qui ont aussi des modèles numériques, qui font aussi des techniques de prévision à l'avance, ils vont prévoir l'évolution d'une épidémie si on ne fait rien. Mais ils ne sont quand même pas complètement idiots, ils vont recommander de vacciner les gens. Donc, ça va arrêter l'épidémie qu'on aura prévue. Donc, elle n'aura pas lieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cas du trou d'ozone, merveilleux le cas du trou d'ozone. Les scientifiques dans les années, je dirais 90, d'abord dans les années même avant, dans les années 80, vous vous souvenez, il y avait tout le fait qu'on avait l'avion Concorde, ça ne plaisait pas trop aux Américains, et donc on accusait l'avion Concorde d'enlever de l'ozone dans la haute atmosphère, donc on a envoyé des satellites pour observer qu'effectivement, est-ce que la couche d'ozone est affectée par les avions, en particulier les avions donc supersoniques comme le Concorde. Eh bien, on n'a jamais vu de trou d'ozone avec des observations satellites. On a vu le trou d'ozone quand une équipe anglaise est allée sur le terrain en Antarctique avec un lidar et a mesuré à partir du sol, elle a dit « mais tiens, il n'y a plus d'ozone ». Et alors, coup de chance, la NASA, qui avait donc les données brutes qui venaient des satellites, s'est rendu compte qu'il y avait dans le code, en mode automatique, un test qui disait en dessous de telle valeur de la quantité d'ozone, c'est qu'il y a une erreur dans les appareils, il y a des erreurs de mesure. Les satellites, c'est quand même très compliqué, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'émission, du moins la transmission des signaux, etc. Donc il y avait tout simplement un programme automatique qui disait en dessous d'une certaine valeur, on élimine la donnée. Donc la NASA, comme elle avait gardé les données brutes, il n'y a pas eu besoin de relancer des satellites, on a refait passer les données, on a enlevé le test et on a vu le trou d'ozone, il était là, simplement on ne le voyait pas avant. On l'avait bien observé, mais on l'avait exclu. Alors là, c'est peut-être une petite méthode toute bête d'analyse, mais d'analyse au sens, si on a un a priori sur le fait que des valeurs plus petites qu'un certain seuil ne sont pas valables, on a déjà filtré les données qu'on avait. Et ça, je vous parle de ça parce que vous allez voir, on va le faire tout le temps. C'est-à-dire quand on observe, dès l'observation, on est obligé d'avoir une théorie pour interpréter les mesures qu'on a. Donc là, la théorie, c'était qu'en dessous d'une certaine valeur, ça serait l'appareil de mesure qui était en faute. Voilà, donc c'est pour faire la différence entre prévision et prédiction. Alors, autre élément très, très important, sur lequel, qui est peut-être l'essentiel du message que je voudrais vous faire passer, c'est que, comme l'écoulement, la prédiction de la météorologie et du climat,
Ça a à voir avec le système atmosphérique terrestre, mais c'est un système très complexe où on traite l'atmosphère, mais idéalement, il faut aussi traiter l'océan, il faut aussi traiter tout ce qui est astronomique, c'est-à-dire ça dépend entièrement des positions relatives de la Terre par rapport au Soleil. Il y a une quantité énorme de physique qu'on met pour décrire le système atmosphère-océan qui va donner la prévision météorologique. Et vous imaginez qu'il y a des boucles de rétroaction partout. Donc un mot-clé que je voudrais tout de suite introduire, c'est le mot non linéaire, c'est-à-dire tout interagit avec tout. Je simplifie un peu en disant ça, mais c'est ça l'idée. Tout interagissant avec tout, vous ne pouvez pas démonter ça pour l'étudier de façon simple. C'est-à-dire, si votre système est linéaire, ça veut dire que vous pouvez démonter le système en sous-parties et résoudre le problème dans chaque sous-partie, et ensuite, la somme des sous-parties vous donnera le résultat total. Ça, c'est typiquement problème linéaire. Mais quand c'est non linéaire et que tout rétroagit avec tout, si vous commencez à étudier qu'une sous-partie sans prendre en compte les rétroactions des autres, ben, ça sera faux. C'est-à-dire quand vous étudiez la sous-partie toute seule, mais une fois que vous la mettez avec l'ensemble des autres phénomènes, eh bien, l'évolution est différente. Elle dépend aussi des autres. Donc le système climatique, c'est vraiment on est au cœur de ce qui est non linéaire. Alors, ce qui est non linéaire veut dire très difficile à prédire parce que c'est intrinsèquement instable, parce que c'est, dans le cas qui nous intéresse, c'est sensible aux conditions initiales. Ça veut dire que si vous faites une petite erreur sur les données initiales, c'est exactement la phrase d'Henri Poincaré, vous avez assez rapidement la séparation entre la première solution et l'autre solution avec une toute petite erreur, parce que en fait, l'évolution temporelle va amplifier l'erreur. Si le système est linéaire, vous pouvez avoir des erreurs, mais elles ne seront pas amplifiées au cours de l'évolution. Donc, ce n'est pas très grave, vous contrôlerez l'erreur. Tandis que là, sur temps long, c'est impossible de contrôler l'erreur. Alors, la prévision météorologique, c'est la prévision exacte, précise, avec ce qu'on disait tout à l'heure, que l'orage non seulement est à cet endroit, mais en plus, on a la bonne valeur. Ça, c'est une prévision précise. Alors, ça, on peut le faire que sur des temps courts, comme je viens de le dire. Si on veut prédire sur des temps longs, on va prédire autre chose. On va prédire des quantités statistiques, c'est-à-dire on va prédire en moyenne, on va prédire des comportements types. Mais ça ne sera pas, c'est comme vous prenez le français moyen, quand on dit, je ne sais pas, le français moyen se lève à 7 heures du matin, ça ne veut pas dire que vous levez à 7 heures du matin, que votre voisin se lève à 7 heures du matin. On ne peut rien prédire sur vous, mais on sait qu'en moyenne, le français moyen, en moyenne donc, il se lève à 7 heures du matin. Donc ça, c'est une information vraie, exacte, mais qui n'a pas de sens individuellement. Donc au niveau de la prévision climatique, ça va être quelque chose comme ça, c'est-à-dire on va prédire des comportements, des tendances vraies en moyenne, et l'avantage du fait que le système est extrêmement instable, donc c'est la nature de l'écoulement atmosphérique. Oui, un mot-clé que je ne vous ai pas encore dit, mais je vais y revenir, c'est aussi le fait qu'il a l'état turbulent. J'y reviendrai après. Il y aura une partie de mon exposé où je vais me centrer sur la turbulence, parce qu'en fait, personnellement, ma spécialité, c'est la turbulence. Donc on parle toujours mieux de ce qu'on connaît que de ce qu'on connaît moins bien. Je suis dans un labo de météorologie, mais ma spécialité étant la turbulence, je ne suis pas vraiment météorologue, si vous voyez. Je ne connais pas tous les éléments de la météorologie, sinon que la partie mécanique des fluides liée à la turbulence. Donc, l'écoulement atmosphérique étant intrinsèquement turbulent, il est très très instable, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les statistiques, parce que quelque chose qui est très instable va converger très vite en moyenne statistique. Alors, un exemple, voilà, prédire la température moyenne annuelle sur le continent africain. On ne va pas prédire localement très précisément, on va prédire sur une quantité, sur une région par exemple, et on va prédire aussi sur une certaine durée de temps qui peut aller de l'année à 1000 ans ou des choses comme ça. Alors voilà, ça c'est un exemple d'un événement, ce qu'on appelle les événements extrêmes. Là vous voyez c'est typiquement une tornade c'est des événements extrêmement violents. Et là, c'est quasiment impossible de prédire très précisément où est-ce qu'elle va frapper. Par contre, on peut quand même prédire des alertes et dire « Attention, la situation météorologique fait que dans cette ville, il va peut-être falloir évacuer la population parce qu'il y a un risque de tornade trop important. »
Et alors voilà un exemple, là ça c'est un exemple avec un cyclone, c'est même un cyclone bien connu parce que c'est le cas de Katrina. Là vous voyez ça c'est une image où on voit Katrina qui est sur la Louisiane. Et là, vous voyez, si vous prenez plusieurs jours à l'avance, on suit la trajectoire du cyclone et on peut donner une sorte de cône dans lequel on peut dire qu'il y a une forte probabilité que le cyclone va évoluer dans cette région. Donc c'est très important parce que ça permet de pouvoir justement prévoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer et au moins faire évacuer les gens qui seraient les plus touchés. Et alors le problème, c'est qu'il faut prévoir quand même le mieux possible, parce que si ce cône est trop grand, qu'on évacue tout le monde et qu'il n'y a pas de cyclone, la prochaine fois, ils ne partiront pas. Donc il faut vraiment il faut être au mieux de la précision, mais ça reste très difficile. Donc dans le cas de oui, là j'écris prédiction, c'est une erreur. C'est une slide que j'ai fait que j'ai rajoutée il y a 5 minutes. C'est une erreur de faire les choses à la dernière minute. Mais je voulais vous donner un exemple comme ça parce que ça montre un peu le fait qu'il y a un cône de certitude dans lequel on contrôle l'erreur et puis après l'erreur augmente tellement qu'à la fin on perd le contrôle. C'est ça l'idée du fait que le système est sensible aux conditions initiales et on ne peut pas prédire de façon déterministe pour des temps très longs. Mais on peut prédire de façon statistique et c'est ce que je vais vous montrer après dans des exemples. Alors, première chose, j'étais très contente, j'ai écouté la conférence de Joël Collado et il a commencé par une chose qui vraiment est essentiel, c'est qu'il faut commencer par observer. L'art toute science qui a à voir avec le monde réel et la physique doit d'abord observer les choses. Et j'aime bien cet autoportrait de Leonardo da Vinci, non seulement parce que c'est très beau, et surtout parce que c'est le père de la turbulence. C'est même lui qui a donné le nom Turbulenza. Et parce qu'il était aussi ingénieur et il devait résoudre des problèmes, en particulier il devait prédire les crues de l'Arno, qui étaient très empoisonnants à Florence, et construire des machines qui, justement, des systèmes hydrauliques qui étaient censés contrôler un peu ce genre de crues. Et alors, j'ai montré qu'il faut observer d'abord, et après il faut questionner. C'est-à-dire en se laissant inspirer par ce qu'on observe, il nous vient des questions. Et ensuite, il faut essayer de représenter typiquement un écoulement turbulent comme celui qu'on voit ici dans ce dessin qui s'appelle le déluge. Voilà, le déluge. C'est assez génial d'avoir compris que les éléments de base d'un écoulement turbulent, ce sont les tourbillons. Et là, on est dans des tourbillons tridimensionnels assez complexes. Et pour bien représenter quelque chose, il faut l'avoir compris. Si vous ne l'avez pas compris, vous serez de l'avoir compris, avoir au moins une intuition, une théorie sur quels sont les éléments pour pouvoir le représenter. Alors, aujourd'hui, au niveau des systèmes qu'on utilise en météorologie, on a énormément d'appareils et la quantité d'informations tous les jours qui est glanée à travers la planète, elle est gigantesque. Je m'amuse en ce moment, c'est très à la mode Big Data, mais alors là, s'il y a un domaine où on fait du Big Data depuis oui, au moins plus d'une 50aine d'années, c'est bien le domaine météorologique. Parce que tous les jours, il faut avoir l'état le plus précis possible de l'atmosphère, mettons à l'heure midi aujourd'hui, hein. Et pour ça, on a les stations météo, on a les radars météo. Vous voyez aussi ici les balises. Alors, tous les endroits, Joël Collado l'avait très bien montré. Il avait montré les cartes qui montrent que, bien évidemment, les régions très peuplées en Europe, tout ça, on a beaucoup de stations météo, on a beaucoup d'observations. Par contre, vous commencez à voir les océans où il n'y a pas beaucoup de... Il y a quand même beaucoup moins d'observations. Alors sur les océans, on a les bouées dérivantes, mais on a aussi des balises et on a aussi des navires. C'est-à-dire que tous les navires commerciaux, en principe, ils prennent, du moins peut-être pas tous, je ne suis pas exactement au courant,
Mais par exemple, pour les avions de ligne, ça je le sais, ils prennent des mesures météo qui sont utilisées qui sont envoyées ensuite au météo national. On a les ballons sondes et on a naturellement les satellites. Alors les satellites, il y a 2 types de satellites. Il y a les satellites géostationnaires qui observent une région particulière, mais tout un continent. Par exemple, le Météosat observe l'Afrique. Mais on a aussi les satellites qui passent par les pôles. Parce que les géostationnaires sont à 36 000 km, mais on n'en a pas au pôle, au-dessus des pôles. Donc on a les satellites qui, eux, ne sont pas géostationnaires, qui permettent d'avoir des informations, de remplir l'ensemble, de mailler l'ensemble du globe. Et là, c'est typiquement une observation de la température de la surface de la mer, mesurée, observée sur l'ensemble du globe à un instant donné. Alors là, donc là, on observe le climat présent pour pouvoir faire des prédictions. Ça va nous permettre en particulier d'initialiser les codes. Mais si on veut comprendre comment fonctionne le système climatique, c'est important aussi de regarder dans le passé. Parce que l'avenir, on ne le connaît pas, mais le passé, il n'est pas très facilement accessible, vous allez voir. Mais on peut au moins s'appuyer sur les informations qu'on connaît du passé. Alors, une information, par exemple, j'aime bien cet exemple qui nous concerne tous, c'est le fait que la calotte glaciaire au pôle Nord, depuis 15 ans, s'est énormément réduite. Et vous allez voir, là, c'est une visualisation qui montre des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, la variation. Et ça, sur cet axe, c'est en millions de kilomètres carrés. Vous allez voir que la surface gelée, la surface où l'eau est à l'état de glace, se réduit assez nettement. Donc je démarre Voilà, vous voyez que la courbe baisse, et vous voyez l'évolution. Ça, c'est un signal inquiétant, parce qu'en plus, c'est bien révélateur de l'ensemble de la température moyenne. C'est-à-dire c'est quelque chose quand même de très grande échelle. Ce n'est pas un événement local, c'est un événement qui... Si la glace au pôle Nord fond, c'est bien qu'il y a un événement global, et c'est une des mesures les plus évidentes pour dire qu'il y a réchauffement global. Un autre type de mesures qui sont très intéressantes aussi, c'est d'aller faire du carottage. Parce que là, vous avez vu, là, c'est fait par image satellite, donc on a à peu près une vingtaine d'années d'observation, mais pas beaucoup plus. Une chose qu'on utilise beaucoup sont les carottes glaciaires, parce que la neige qui tombe, elle s'accumule sur des milliers et des milliers d'années. Et on arrive en analysant, bon c'est un petit peu compliqué, en analysant des isotopes qui sont de l'oxygène, je crois, qui sont dans ces carottes glaciaires, des rapports entre isotopes, on arrive à remonter à l'information de température. Et ici, on a par exemple sur ce graphe la température... là, excusez-moi, là c'est la concentration en CO2. Il y a aussi des courbes assez... ce dont je vous parlais, c'est le rapport des isotopes de l'eau, c'est pour avoir accès à l'information de température. Là, c'est plus simple, le CO2, il suffit de regarder dans la carotte de glace le contenu, la concentration en CO2, donc en dioxyde de carbone. Et on voit que depuis là, l'origine, elle est je cherche mon curseur, l'origine est dans les années 1700. On voit que pendant une longue période, la concentration est restée à peu près constante. Là, on voit le début de l'effet de la révolution industrielle. Ça commence à monter assez progressivement. Là, autour de 1950, on a 320. Et encore plus rapidement, récemment, maintenant, on en est à 400. C'est-à-dire, on voit une accélération de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Alors, les données anciennes viennent des carottes de glace. Et là, cette donnée, à partir de 1958, ça vient d'un observatoire qui est en permanence à Hawaï et qui mesure la concentration du CO2. Alors, vous voyez, je vous ai montré qu'il faut intégrer un très grand nombre d'informations différentes qui viennent de satellites, qui viennent d'avions,
qui sont donc aussi les observations sur la cryosphère, sur des observations à terre, des observations dans les océans. Et là, déjà, il y a beaucoup de mathématiques, c'est-à-dire tout ce côté analyse de données, traitement de signal, c'est très complexe et c'est un des domaines où il y a des applications des mathématiques un petit peu partout. Alors, je ne vais pas le détailler, mais si ça vous intéresse, on en parlera au moment des questions. Et à partir de ces données, on initialise des modèles numériques dont je vais vous parler. Mais il y a une première étape qui est particulièrement complexe, qu'on appelle l'assimilation de données. C'est en fait avant de démarrer, d'initialiser un modèle météo, qui va être en fait un ensemble d'équations qui vont dépendre de variables, typiquement la température, la vitesse, la pression. Il faut que j'ai autant, par exemple aujourd'hui à midi, qui va être le temps de départ de mon calcul, j'ai l'ensemble une vision de l'ensemble des champs de température, de vitesse, de pression sur l'ensemble du globe. Et tout ça ramené synchronisé à l'heure de midi. Donc vous imaginez qu'il faut déjà que je fasse toute une série de processus de mes données pour les ramener toutes au même instant, quels que soient les endroits dans le monde où je les ai mesurées. Ensuite, il y a une autre difficulté qui est que mon modèle numérique lui-même, comme les équations sont très instables, il va être sensible, il faut que je fasse très très attention à injecter les données initialement d'une façon... ça c'est compliqué, là, on est dans un problème qui s'appelle l'assimilation de données, c'est-à-dire qu'il faut être gentil avec l'équation, il faut lui parler poliment, il faut lui avoir bien préparé les choses et pas lui donner un choc. Si vous lui donnez un choc, il va calculer quelque chose et puis ça va diverger très vite. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler d'attracteurs, c'est-à-dire qu'il faut en fait bien connaître la nature des équations pour connaître l'attracteur sous-jacent aux équations et pour arriver à rentrer en fait mettre les données observées sur l'attracteur pour qu'après on parte sur une bonne solution compatible avec les observations. Et alors la technique pour faire ça, c'est assez compliqué. Il faut avoir ce qu'on appelle le modèle adjoint des équations. Donc c'est-à-dire qu'il faut en fait prendre vos équations. Les équations, normalement, je veux prédire le temps. Donc je dois avancer dans le temps. Hein. Ce n'est pas la peine de calculer avant. On sait ce qui est arrivé avant. Eh bien non. Comme j'ai toutes ces données, il faut en fait les masser en les faisant un petit peu reculer dans le temps, un petit peu avancer dans le temps, jusqu'à ce qu'elles s'entendent bien avec mon modèle d'équation. Et puis là, à un moment donné, on peut y aller. Et en fait, ce qu'on appelle l'assimilation de données, c'est vraiment des mathématiques complexes et qui prennent une grosse partie, une partie absolument non négligeable du temps du calcul d'une prévision météorologique. Bon, alors moi je ne suis pas spécialiste d'assimilation de données, il y a des gens très bien dans mon laboratoire qui le sont, mais là c'est un des domaines où il y a des maths vraiment complexes qui ont à voir avec arriver à se mettre sur ce qu'on appelle le slow manifold, la variété lente des équations, parce que voilà, sinon le modèle va devenir instable par le fait que les données ne sont pas bien compatibles avec la dynamique. Alors, les applications, vous les connaissez tous. Il y a la prédiction météorologique et climatique ont des applications dans pratiquement toutes les composantes de la société humaine, depuis les transports jusqu'à l'agriculture, bien évidemment, tout ce qui est eau, tout ce qui est prédiction notamment des événements extrêmes, des désastres, l'énergie, etc. La santé aussi. Voilà. Alors là, je rentre dans la deuxième partie de mon exposé, où je vais vous parler de ce que je connais le mieux, qui est la turbulence. Alors là, j'ai pris une série d'exemples d'écoulements qui sont turbulents. Alors là, on retrouve à nouveau Katrina, qu'on a vu tout à l'heure. Donc Katrina, c'est un énorme cyclone très très creusé qui est par nature un tourbillon. Ensuite, là, c'est ce qui est sympathique, tout à l'heure, Joël Collado a montré pratiquement la même chose, sinon que lui, c'était pas au même endroit de la planète, mais là, on voit en fait, ça c'est une observation prise de l'espace, je ne retrouve plus mon curseur, on m'a demandé de mettre
j'utilisais le curseur plutôt qu'un pointeur pour que ce soit visible au niveau de la vidéo. Donc là, vous voyez, vous avez deux petites îles qui sont du côté de la Basse-Californie, au Mexique. Et ces deux îles ont un sillage. Non, je vois que mon curseur n'est pas bon, ne marche pas bien. Donc nous avons là-bas, dans le coin haut à droite, une émission de tourbillons par sillage de ces deux îles. Et donc, à nouveau des tourbillons. Ensuite, ici, cette photo est intéressante, elle est prise plutôt par avion. On voit à la fois des gros tourbillons qui sont en fait des structures atmosphériques, semblant des nuages. Mais on voit aussi des tourbillons ici au niveau de la côte. C'est une côte au large de la Californie, aux États-Unis. Et on voit, en fait, là, le champ qui est représenté, c'est en fait la concentration en plancton. Et on voit un tracé grâce à ça, ça nous sert de traceur, tout comme le nuage, c'est plutôt de la glace. Les cristaux de glace nous permettent de voir blanc, donc on voit les nuages. Même si un tourbillon est dans cette pièce, vous ne le voyez pas. Il me faut un traceur pour le voir. Par exemple, si je fume de la fumée, alors, oups, on le verra. Donc là, on voit ce tourbillon ici grâce au fait qu'il y a des nuages. Et ces tourbillons-là, on les voit parce que c'est du phytoplancton. Et on les observe d'une façon qui met en évidence ça doit être une question, je ne suis pas spécialiste de ça, mais la couleur de l'océan est légèrement différente et ça nous permet de remonter le plancton donne une certaine couleur, c'est comme on mettrait une encre qui nous permet de savoir où sont les tourbillons. Donc vous voyez, tous ces tourbillons produits à la côte dans l'océan sont très importants. Alors ça, ces tourbillons, vous les connaissez, vous les reconnaissez certainement, c'est ceux de Jupiter. Donc dans l'atmosphère de Jupiter, il y a des systèmes très complexes de tourbillons. Alors, si je vous parle de tourbillons, c'est parce que la turbulence, simplement par l'étymologie même du mot turbulence, dit bien ce que c'est la turbulence. C'est un ensemble de tourbillons en interaction. J'aime bien faire remarquer qu'il y a deux racines latines, une qui veut dire turbo-turbinis, qui veut dire tourbillon, et une autre turba-turbae, qui veut dire foule. Donc, un écoulement turbulent suppose qu'il y a un très grand nombre de tourbillons en interaction les uns avec les autres. Alors, les équations. Les équations, elles sont très... Il y a des grands mathématiciens qui ont travaillé depuis très longtemps là-dessus. Et je voudrais en particulier citer Jean Leron d'Alembert, qui, dès le XVIIIe siècle, a jeté les bases des équations actuelles, des équations qu'on utilise. Et ce travail a été ensuite développé par Leonhard Euler dans les mêmes années. Et puis, alors, les équations aussi bien d'Alembert que d'Euler, ils ne tiennent pas en compte le fait que l'air est visqueux. C'est-à-dire que les équations qu'on appelle équations de l'air supposent que l'air, ou le fluide auquel on s'intéresse, est un fluide parfait. C'est-à-dire il ne colle pas. C'est-à-dire, par exemple, si je regarde l'écoulement, mettons, l'écoulement derrière ce bâton, si c'est une équation inviscide de l'air, il va juste contourner l'obstacle, mais il ne va pas émettre de tourbillon. Il va juste... Alors que si on prend en compte la viscosité de l'air, alors l'écoulement va se coller à l'obstacle, c'est-à-dire la vitesse va être nulle à l'endroit de l'obstacle, et comme il y a un air qui va très vite, on va avoir à l'endroit de la paroi du bâton un très fort gradient de vitesse. Donc il y aura 0, et puis je ne sais pas si le vent il souffle à 10 mètres par seconde, on aura 0 ici, et à quelques millimètres plus loin, on aura 10 mètres par seconde. D'ailleurs, c'est amusant, vous voyez ça dans les avions. Quand vous regardez une aile d'avion, en fait, la vitesse est nulle sur l'aile, et vous avez souvent sur les ailes des petites structures métalliques qu'on appelle des turbolancers, qui ont, je ne sais pas, mais pas plus de 10 ou 15 cm, et qui créent des tourbillons pour stabiliser la distribution, pour essayer de contrôler le drag et de réduire le drag. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que en fait, l'épaisseur de la couche entre 0 au contact de la paroi et l'avion vole en gros à 1000 km/h, ça se fait dans une épaisseur grosse comme ça. Donc vous voyez le gradient de vitesse.
Et c'est ça qui crée les instabilités, et c'est ça qui produit tout un système de tourbillons, et c'est ça qui cause le drag. C'est la même chose pour votre voiture, c'est la même chose pour... voilà. Et ça tient au fait que l'écoulement et le fluide est visqueux, et ça, c'est des choses qu'ont comprises beaucoup plus tard Navier en 1922 et Stokes en 1945. Donc, les équations qu'on utilise actuellement sont les mêmes que celles du temps d'Alembert et Euler, plus un terme qu'on appelle le terme de dissipation visqueuse. Alors, je ne veux pas vous détailler les équations parce que je pense que ce n'est pas l'objet, du moins je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais je voulais quand même vous en montrer parce que leur nature, c'est d'être ce qu'on appelle des équations de dérivées partielles, parce qu'on va supposer le fluide comme un milieu continu déformable. Donc, on est dans le continu. Il y a de la matière partout. Et les mouvements vont faire que ça va se déformer. Et surtout, toute cette partie, la partie gauche de l'équation, est hautement non linéaire. C'est-à-dire que tout interagit avec tout. Et les variables que j'ai mises ici, ça c'est la vitesse. Mais ça c'est le rotationnel de la vitesse, c'est-à-dire essentiellement le taux de rotation local. Et vous voyez que ces deux termes se multiplient. Et ça, c'est typiquement un facteur d'amplification qui va créer plein d'instabilités. Ça, c'est l'évolution temporelle, la variation au cours du temps de la vorticité, donc ce taux de rotation local. S'il y a un tourbillon, il y a une vorticité forte. S'il n'y a pas de tourbillon, il y a une vorticité nulle. Et si le tourbillon tourne dans l'autre sens, il y a une vorticité négative. Donc ça, c'est l'évolution, la variation temporelle de cette vorticité. Ça, c'est tout l'interaction non linéaire qui est vraiment la partie méchante de l'équation. Et ça, le terme qui a été rajouté par Navier et Stokes, la dissipation visqueuse, c'est en fait un terme qui stabilise. Et là, c'est un terme qui décrit les forces extérieures qui agissent sur un petit morceau de fluide. Voilà, ça, c'est les équations fondamentales de la mécanique des fluides. Mais quand on est en régime qui nous intéresse, le régime turbulent, c'est le régime où le terme non linéaire l'emporte de très 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 loin sur les comportements stabilisants visqueux. C'est comme si vous avez votre voiture, si vous conduisez... Alors, regardez, si le sol est bien sec et vous avez du macadam correct, vous contrôlez le mouvement de votre voiture parce qu'en fait, les roues dissipent énormément. Les roues, en frottant sur le macadam, dissipent. Si maintenant vous êtes sur de la glace, vous sentez bien que ça devient beaucoup plus instable. Donc monter en turbulence, le mot technique c'est monter en Reynolds, mais parce que le nombre de Reynolds caractérise l'état, si on est vraiment dans un régime turbulent, c'est comme, soit plus vous accélérez, si vous allez très 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 vite, même sur du bon avec les bons frottements, il y aura probablement un moment donné où la dissipation par les roues ne sera pas suffisante et vous aurez un problème, votre voiture, vous ne contrôlerez plus votre voiture. Soit vous baissez la viscosité vous n'avez plus ce contact suffisant avec le sol et à ce moment-là, vous glissez. Donc voilà, le régime non linéaire caractéristique de l'écoulement de la turbulence, c'est comme si vous étiez avec une voiture qui est en train de déraper de partout. Alors, bon, on est content quand même, on a l'équation. Il y a beaucoup de domaines où on n'a pas ce qu'on appelle les premiers principes, on n'a pas les fondements qui font qu'on est quand même... On a des équations sur lesquelles on se repose. Je ne sais pas, prenez l'économie. L'économie, ils utilisent des techniques assez similaires, au sens où ils ont souvent des modèles qui sont des équations dérivées partielles, un peu dans la même nature qu'ici. Simplement, leurs équations, elles ne sont pas basées sur des phénomènes physiques qui ont été, qui sont validés, que tout le monde reconnaît comme étant les principes fondamentaux. Donc nous, on a cette chance, on a des grands principes, par exemple conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement. Derrière cette équation, c'est ça qu'il y a. Et on est très content, on a cette équation. Malheureusement, ça ne suffit pas. Parce qu'après, une équation comme ça, il faut être capable de l'intégrer. Et une équation comme l'équation de Navier-Stokes
Surtout dans le régime qui nous intéresse, quand on est donc très non linéaire, on ne peut pas l'intégrer analytiquement, on n'a pas ces hordes d'atteintes, et c'est même pire que ça. On n'arrive même pas à dire des choses sur les solutions. C'est-à-dire que ça reste un problème ouvert, par exemple, dans le cas de Navier-Stokes à 3 dimensions, de savoir si les solutions de ces équations existent. Est-ce qu'elles existent pour tout temps? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la solution diverge? S'il y a des solutions, est-ce qu'elles sont uniques? Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir plein de solutions possibles? On va perdre l'unicité des solutions. Bref, c'est un problème d'un point de vue mathématique qui est particulièrement brûlant et qui a même donné lieu à ce qu'on appelle les Millennium Prize Problem, où un très riche américain a demandé à la communauté mathématique pour l'année 2000 de faire la liste des 7 problèmes qui semblent les plus difficiles et qui seraient importants d'essayer de résoudre dans le millénaire suivant, mettons. Et parmi ces problèmes, il y a l'existence et la régularité. En fait, le fait est-ce que les solutions existent pour tout temps, des solutions des équations de Navier-Stokes. Parce que c'est le nom du monsieur. C'est le nom de monsieur Clé. Alors, j'ai rajouté ces slides pour la personne qui, à l'exposé de Joël Collado, avait posé des questions sur les ordinateurs. Et donc, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais bon, j'ai rajouté ces slides pour lui montrer que, au début dans les années 80, on a eu une sorte de révolution dans le domaine des ordinateurs, parce que je n'ai pas complètement fini mon raisonnement précédent. Vous avez vu, on ne peut pas résoudre les équations analytiquement. Si on essaie de comprendre, de prédire la nature des solutions, on n'a pas les théorèmes qu'il faut actuellement. C'est un problème ouvert. Et donc la technique, et c'est celle que j'utilise, c'est de faire des expérimentations avec les équations elles-mêmes. Donc on a l'équation, on est très content. L'équation pour nous, en tout cas dans quelqu'un comme moi, c'est notre réalité à nous. L'équation de Navier-Stokes, c'est comme un élément de réalité. Je ne remets pas en question l'équation elle-même. Par contre, elle est très difficile à résoudre et je ne peux la résoudre que de façon approchée. Donc je vais faire des simulations numériques avec ces équations, mais ça sera comme explorer des solutions qu'on ne connaît pas encore. C'est comme explorer un nouveau monde. Et pour explorer ce genre de monde, les solutions d'équations aussi complexes que celles-là, il nous faut des ordinateurs. Et malheureusement, il nous en faut des très très gros. Et sur le domaine de la turbulence, on n'en a jamais des assez gros. Voilà. Donc l'avantage aussi, ce n'est pas un avantage, mais c'est comme les codes qu'on écrit pour résoudre ces équations, c'est des codes qui demandent énormément de calculs, d'opérations, et pas tellement d'entrée-sortie. Donc, vous allez voir, quand il y a des nouveaux ordinateurs qui sont en train d'être en test, c'est très souvent qu'on fait appel au code de turbulence pour essayer voilà, on est toujours un peu à la frontière, à la pointe des ordinateurs qui sont en développement. Alors, dans les années, donc en 1976, Seymour Cray a créé un ordinateur absolument révolutionnaire qui s'appelle le Cray 1, avec une nouvelle architecture vectorielle. Disons, jusqu'à Cray, l'architecture c'était scalaire, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est la machine classique dite von Neumann. À partir des années 1976, on est arrivé à avoir donc une autre architecture vectorielle. Je ne rentre pas dans les détails, mais aujourd'hui, tous les ordinateurs, vous avez quelque part, au niveau du chip, c'est vectoriel. Et ça nous a permis, nous, en tout cas, je me souviens, j'ai beaucoup travaillé avec cette machine, ça nous a permis d'ouvrir de résoudre des nouveaux problèmes qui étaient inaccessibles avant. Et on a eu la chance, la France, on a eu le premier Cray 2 en 1986. Non, pardon, ce n'était pas le premier Cray 2, c'était le premier en Europe, mais c'était le 7e dans le monde. Et on avait vraiment des très bons moyens de calcul. Et je vais vous montrer des simulations que j'ai faites dans ces années-là avec cet ordinateur-là. Aujourd'hui, c'est ça la réponse à la personne qui était dans la salle tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a plus d'ordinateurs vectoriels. Il n'y en a plus qu'un seul au Japon. On a essentiellement des nouvelles architectures qu'on appelle les ordinateurs parallèles qui, au niveau des méthodes numériques, des algorithmes, nous obligent à revoir la façon dont on traite les équations.
Et les équations que je vous ai montrées, donc les équations de la mécanique des fluides, il faut imaginer qu'on a un milieu continu. Et en plus, moi, je traite le cas des écoulements incompressibles. Incompressible, ça veut dire, regardez, il y a une personne qui rentre. L'écoulement incompressible, c'est qu'en fermant la porte, je sens le courant d'air qui arrive ici. Ça veut dire que c'est très, très non local. Tout parle avec tout. Donc, l'architecture vectorielle est beaucoup, beaucoup mieux adaptée pour traiter ce type de problème qu'une architecture parallèle. Une architecture parallèle, ça veut dire que je mets des milliers de processeurs. J'arrive à découper mon problème en plein de sous-petits problèmes que je traite en parallèle sur plein d'ordinateurs, qui à la fin se parlent naturellement, il y a quelques échanges, mais on limite les échanges. Eh bien, cette architecture-là n'est pas bien adaptée du tout pour un problème de type mécanique des fluides où tout interagit avec tout. Je ferme cette parenthèse. Alors, on y arrive, mais ça oblige vraiment à reconcevoir beaucoup de choses. Et là, alors ça, c'est les ordinateurs qu'on a actuellement. Ça, c'est le centre de calcul du CNRS qui est à Orsay, où maintenant on a des machines. L'ordinateur actuel, c'est de l'ordre de 140 teraflops. Tera, ça veut dire 10 puissance 15. Donc 140 teraflops, c'est 140, 10 suivi de 15 zéros, opérations flottantes par seconde. C'est quand même assez énorme. Alors, je vous montre une simulation que j'avais faite. Ça, c'est une simulation typique de turbulence que j'avais faite dans les années 80, moins 87, sur Secret 2. Alors, on part d'une distribution aléatoire de vorticité. Vous avez vu ce que c'est la variable qui nous intéresse. Et on va voir, je la fais marcher. Donc, ça veut dire qu'au début, j'excite, mais il n'y a pas de tourbillon. Et on voit les tourbillons qui se forment au cours du calcul. Et il faut imaginer qu'en fait, tout ça, c'est que de la turbulence et c'est que des fluctuations. Parce que la moyenne, si je fais la moyenne de cet écoulement, c'est nul. La vitesse est nulle, la vorticité est nulle, mais tout interagit avec tout et crée toutes ces fluctuations. Voilà, ça, c'est une simulation typique. La même simulation, mais dans une autre mode de représentation. J'insiste sur le fait que le choix des représentations est important parce qu'on voit des choses assez... Éventuellement, on peut remarquer des choses différentes. C'est toujours important d'avoir plusieurs façons de représenter le même phénomène pour essayer de mieux le comprendre. Alors ça, c'est... Ah oui, alors là, c'est un ordinateur qui a été développé au Japon et la partie de test a eu lieu en 2002. Et on a eu de la chance, en fait, j'ai des collègues japonais qui ont eu cette machine pour eux pendant 1 an. Et ils ont fait des simulations absolument énormes à une résolution que personne n'avait fait auparavant. Et donc j'ai développé... Alors cet ordinateur existe toujours, il est à Yokohama. Et c'est le dernier survivant des ordinateurs vectoriels. Là, j'arrive du Japon, j'étais encore hier au Japon, et j'ai revu des gens du Earth Simulator. Et cet ordinateur a été conçu par les Japonais justement pour faire les simulations de climat, pour faire les prévisions dans le cadre de ce qu'on appelle le GIEC, vous savez, le groupement intergouvernemental d'études du climat. Et nous, les gens de la turbulence, on l'a eu pour 1 an pour faire joujou avec, pour le tester. Mais une fois que les tests ont été terminés, on nous a demandé de partir pour qu'on fasse les simulations de climat. Et il est utilisé aujourd'hui pour ça. Alors là, je vous montre une simulation typique faite sur le Earth Simulator. Ça, c'est le champ de tourbillon, mais maintenant, c'est une boîte à 3 dimensions. J'ai une boîte de turbulence. Et je voudrais juste que vous sentiez la complexité. Là, je prends juste comme une photo à un instant. Il n'y a même pas l'évolution, c'est trop compliqué. L'ordinateur calcule toute l'évolution. Mais pour vous représenter, je vais avoir du mal à vous le représenter au cours du temps. Donc déjà, je vous présente un instant et je zoome dessus. Regardez la complexité. Vous voyez, je zoome, à chaque fois que vous avez le carré blanc, j'agrandis et je regarde à l'intérieur. Tac, tac. Voilà, ça c'est un instant d'une simulation. Voilà. Et alors derrière ça, il y a des méthodes numériques. Là, je ne vous l'ai pas dit parce que c'est des mots un peu techniques, mais pour ceux que ça pourrait intéresser dans la salle, les simulations que je vous avais montrées, 2D, 3D, c'est à la 3 dimensions, c'est fait avec des codes spectraux. C'est-à-dire on est dans représentation de modes de Fourier dans l'espace spectral. Et quand on fait de la simulation du climat, maintenant je rentre dans l'aspect modèle de circulation générale pour étudier le climat, on a aussi soit des représentations spectrales, soit des représentations en point de grille.
Donc la différence avec le modèle de turbulence que je vous avais montré, le modèle de turbulence, on prend juste un bout d'écoulement fluide et on va le plus turbulent possible. Il faut savoir que l'atmosphère est extrêmement turbulente, hein, c'est énorme. Et nos simulations, celles qu'on fait comme celles qu'on fait au Japon, on commence à peine à rentrer dans le régime qui est celui de l'atmosphère. Mais quand vous voulez faire un modèle de circulation générale, c'est-à-dire étudier pas simplement l'aspect turbulence, l'aspect mécanique des fluides, vous voulez regarder aussi tout l'aspect rayonnement, l'aspect changement de phase, c'est-à-dire il faut qu'il y ait le cycle de l'eau, il faut que vous fassiez que votre modèle numérique fasse évaporer l'eau pour condenser dans les nuages, qu'il y ait de la calotte glaciaire qui se forme, qu'il y ait toutes les interactions justement entre les différents phénomènes. Et là, on est sur quelque chose d'extrêmement complexe. Et en plus, on a la géométrie de la sphère. Donc, voilà. Alors là, je vous montre les équations typiques d'un code un code simulé de GCM, General Circulation Model. Ça, c'est ce qu'on appelle les équations primitives de l'atmosphère. Par celles que je vous avais montrées moi-même avant, il y avait le champ de vitesse, il y avait les variations de la vitesse et de la pression, mais là, on rajoute en plus l'évolution de la température, l'évolution de l'humidité, et on a cette géométrie de la sphère. Alors, et on doit aussi rajouter donc la formation des nuages, on doit prendre en compte les océans, au moins l'interface avec les océans, et on doit prendre en compte la topographie il faut que ce soit réaliste, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une sphère sans terre, c'est une sphère avec les continents. Et sur les continents, il faut aussi modéliser la végétation. Donc vous sentez, c'est comme si on mettait toute la physique dans une boîte numérique. Et pour faire la résolution, on divise la sphère en toute cette série de petits éléments qu'on appelle une grille. Et les calculs sont faits, c'est-à-dire chaque variable, comme la pression, la température, l'humidité, la vitesse, est calculée en un point, et on a des milliers de points qui mappent sur le globe et aussi en hauteur. Donc on est en latitude, longitude et en élévation. Donc ça fait des calculs énormes. Et alors, première chose à faire quand vous faites ce genre de calcul, c'est d'essayer de comparer à des observations. Donc là, c'est un champ qui est une précipitation annuelle moyenne. On a des observations. Là, on est vraiment dans de la prévision climatique. On fait des moyennes, comme je vous l'ai dit. Là, on fait des observations en moyenne annuelle et pour une période longue de 1980 à 1999. Et là, on voit la distribution des précipitations. En bleu, c'est très fort, vous voyez la palette de couleurs, et en rose-rouge, c'est plus faible. Et on regarde les simulations numériques et on voit qu'on est à peu près, on a des résultats à peu près comparables. Alors, une fois que vous avez plus ou moins validé votre modèle on appelle ça un modèle de circulation générale, c'est-à-dire qu'il faut calculer l'ensemble de l'atmosphère et de l'océan sur l'ensemble du globe. Et une fois qu'on est à peu près contente de la fiabilité de notre modèle, là, on se lance dans ce qu'on appelle des scénarios. C'est-à-dire, c'est comme si on a recréé une sorte de terre d'ensemble atmosphère-océan artificiel avec lequel on va pouvoir expérimenter. Vous êtes d'accord que normalement, la science, elle a beaucoup à voir avec l'expérience. On ne va peut-être pas s'amuser à faire des expériences à très grande échelle sur l'atmosphère. Ça serait un peu jouer à l'apprenti sorcier. Il y a eu une époque comme ça, il y avait quelques personnes aux États-Unis, je ne citerai pas de nom, mais qui avaient pensé qu'on pourrait peut-être utiliser les bombes atomiques pour détourner les cyclones, comme ça. Ça marcherait probablement, vous voyez. Donc c'est le genre de truc à pas trop faire quand même. Et donc, maintenant qu'on a pu mettre tout ça dans un ordinateur, on va jouer avec notre modèle comme si on avait une expérience de labo. C'est pour ça que j'aime bien appeler ça une expérimentation numérique. Et on va changer certaines choses. Par exemple, là, on a un scénario où on décide que le contenu en dioxyde de carbone est maintenu au niveau constant comme aujourd'hui. Mais quid si on multiplie par 2 le contenu de carbone? C'est-à-dire
de CO2. On se prépare, là ça c'est les observations jusqu'à aujourd'hui, ça c'est de l'observer. Alors on fait d'abord des simulations qui vérifient, comme je vous l'ai montré avant, que pendant la période qu'on connaît, observée, notre modèle prévoit bien. On repart, mettons, il y a 10-20 ans, et on intègre notre modèle, et on voit, tiens, oui, en moyenne, il est bien d'accord avec ce qui a été la réalité effective. Mais maintenant, on ne connaît pas l'avenir. Et on va utiliser ce modèle pour... c'est pas vraiment prédire l'avenir, c'est plutôt faire plusieurs avenirs possibles. Donc, quid si on continue à taux pratiquement constant de CO2 dans l'atmosphère? Quelle sera la température à la échéance de 2100? Donc ça, c'est le scénario qu'on appelle le scénario bas, qui est celui-là. Et quid si, au contraire, on se met dans un scénario où l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère est beaucoup plus importante. Et là, on voit que dans le premier scénario, voilà, le premier, c'est on garde le CO2 constant, le deuxième, on double le CO2, et on voit que dans ce deuxième scénario, on prédit une élévation moyenne de température de 3,7, mais avec une grande variabilité entre 4 plus 8, entre 2,6 et 4 plus 8, alors que dans l'autre scénario, on est là. Voilà, ça c'est typiquement les utilisations des simulations numériques, et on trouve ces résultats dans les rapports du GIEC, donc ce groupe intergouvernemental d'études du climat. Une chose importante, tous ces rapports sont publics, vous pouvez les télécharger sur Internet. Ça joue un rôle très important de faire une interface entre la communauté des climatologues et les hommes politiques qui doivent prendre des décisions. On a eu un succès assez remarquable en la matière avec le cas du trou d'ozone. Donc je vous avais dit que le trou d'ozone a été découvert grâce à cette expédition en Antarctique, mais après, il a bien fallu trouver des solutions, parce que c'était très grave. Si le trou d'ozone allait augmenter, on en aurait eu un aussi au pôle Nord, et à la fin, on aurait été nous-mêmes, le rôle de l'ozone, c'est d'empêcher les rayons ultraviolets de pénétrer profondément et de nous atteindre. Donc, si on n'était pas arrivé à contrôler, à réduire le trou d'ozone, il y avait un problème de santé publique assez majeur. Alors, on s'est rendu compte que ça a même valu le prix Nobel à M. Kreutzen, que c'est dû à des réactions chimiques assez complexes dans la haute atmosphère qui impliquent les CFC, c'est-à-dire les chlorocarbones fluo quelque chose, qui sont des produits que vous avez dans les réfrigérateurs, que vous aviez, parce que maintenant c'est interdit, dans différents vaporisateurs, etc. Et grâce au fait que les scientifiques ont tiré le signal d'alarme à temps, grâce au fait que ça a été relié par des instances politiques, on est arrivé à signer le protocole de Montréal, qui je crois d'ailleurs est le traité qui a été un traité des Nations Unies qui a eu le plus de signatures possibles, et on a interdit les CFC, et on constate maintenant que le trou d'ozone se réduit, et surtout que ça ne s'est pas amplifié, et là on est dans une phase où on a la certitude que c'est revenu sous contrôle. Donc ça, c'est une belle réussite. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe dans le cadre du réchauffement climatique, et la COP21 est l'instance justement politique qui va, on l'espère, prendre des décisions pour essayer de contrôler un petit peu les choses. Alors, j'avais prévu, mais je vois que le temps a tourné, de vous parler, de focaliser sur une partie plus technique, mais un très joli outil mathématique nouveau qui s'appelle la transformation en ondelettes, que moi j'utilise beaucoup et qui a joué un rôle vraiment, qui est potentiellement un outil qui va nous servir pour améliorer les analyses, pour améliorer tout ce qui est stockage, parce que comme on a, comme je vous l'ai déjà expliqué, une énorme quantité de données, c'est très important d'arriver à les comprimer, à les stocker, ça prend le moins de place possible. Alors les ondelettes, c'est une théorie qui est très récente, le premier article est publié par
Alex Grossman et Jean Morlet en 1984. Ensuite, des mathématiciens comme Yves Meyer. Donc ça, c'était la transformation en ondelettes continue. Yves Meyer a été le précurseur de la transformation en ondelettes orthogonales. Ingrid Daubechies a développé ça avec les ondelettes à support compact et orthogonal. Stéphane Malat a fait l'algorithme rapide. C'est vraiment une très belle histoire, l'histoire des ondelettes. Et vous en avez probablement tous dans votre poche parce que les JPEG 2000 de compression d'image sont faits en ondelettes. MP3 de compression de son, c'est des variantes des ondelettes, c'est ce qu'on appelle les ondelettes de Malvar. Donc c'est une partie des maths qui est partie de maths. Alex venait plutôt de la physique mathématique, Yves des maths pures, Ingrid était avec Alex en physique mathématique, mais c'est une très grande mathématicienne, et Stéphane Malat venait plutôt du traitement d'images. Donc on a eu une histoire française assez étonnante de combinaison de personnes qui en très peu de temps ont développé cette théorie. Je vous recommande, si le sujet vous intéresse, il y a un très joli petit livre de vulgarisation des maths qui a obtenu un prix, le prix d'Alembert, qui s'appelle Ondes et ondelettes par Barbara Burke aux éditions Belin. Et c'est grand public, c'est très très bien écrit. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je fais avec les ondelettes, mais je vais passer ça, on va avancer. Et je vais juste me limiter à une chose qui est, donc on s'en servait pour faire de l'analyse, on s'en sert pour faire de la compression, mais on s'en sert aussi pour essayer de nouvelles façons de calculer les équations, d'intégrer les fameuses équations de Navier-Stokes ou les équations de la météorologie, les équations primitives. Donc, l'idée de cette représentation, ça nous permet de faire des... Vous avez vu, je vous ai montré les maillages. Là, la grille, elle est homogène. On met des points partout le plus régulièrement possible. Eh bien, quand on travaille en ondelettes, là, je vous montre une simulation typiquement qu'on fait de turbulence, de couches de mélange. Vous voyez que la grille qui est sur la droite, c'est la grille de calcul, mais elle est engendrée par l'évolution elle-même. C'est-à-dire la représentation en ondelettes permet de détecter les régions où il y a des forts gradients et de raffiner le maillage juste à l'endroit où il faut. C'est une façon de réorganiser le maillage de façon plus optimale. Et alors, je suis assez contente que ça commence à rentrer pour les modèles de circulation générale. Donc ça, c'est des nouvelles méthodes en développement. Ça, c'est une méthode à base d'éléments spectraux. Mais ce qui me semble avoir le plus d'avenir, je l'espère, c'est cette méthode en ondelettes adaptative sur une grille isocaèdre. C'est-à-dire que l'idée, vous avez vu, là, vous avez vu tout à l'heure, vous aviez la grille régulière sur la sphère, et là, la grille, elle est un peu différente, c'est un pavage, je retrouve mon nom, comme ça, avec des isocaèdres, et on arrive à zoomer. Vous voyez qu'on a un emboîtement de raffinage, et l'idée, c'est qu'au cours du calcul, quand il se passe quelque chose où il y a besoin de plus de résolution, ça se rajoute tout. Et puis, au contraire, quand ça devient très instable et qu'il y a des gradients forts et des instabilités, là, on zoome. Et puis, quand ça relaxe, on peut relaxer la grille. Et ça, c'est quelqu'un qui avait fait son postdoc avec moi, et je suis très contente qu'il ait fait cette collaboration avec Thomas Dubos, qui est aussi dans le même laboratoire que moi, où ils sont en train de développer ce modèle pour la météorologie et la climatologie sur la sphère. Alors, en conclusion, je voudrais aussi insister sur le fait que la science en général, c'est de la collaboration. La météorologie et le climat, c'est encore plus de la collaboration internationale parce qu'il faut justement arriver à avoir les données sur l'ensemble de la planète. Donc, c'est une communauté qui a une très longue tradition de collaboration internationale. Et donc là, c'est un exemple, le Group on Earth Observation, c'est des pays, donc 98 pays, qui échangent leurs données, et un message qui pour moi est très important, c'est qu'il faut que toutes ces données, l'échange des données, qui est à la base quand même de ce qu'une science ouverte doit être, doit se faire de la façon la plus simple possible et idéalement partage gratuit. Et on a un bon exemple, c'est la NASA Landsat, donc c'est un système de satellites qui observe toute la végétation et l'état des sols, et c'est très important en particulier pour l'agriculture. Eh bien, jusqu'aux années fin 2008,
ils faisaient payer leurs images et ils avaient en fait, il y avait très très peu de gens qui avaient les moyens d'acheter les images Landsat. Du jour où la NASA a décidé de distribuer tout ça gratuitement, ouvert à tout le monde, sans du tout regarder quel que soit le pays, etc., vous avez vu que leur productivité, je ne retrouve pas mon curseur, voilà, la quantité de download a augmenté très rapidement. Et là, ils en sont à 25 millions de downloads. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un impact économique énorme. Parce que n'importe quel utilisateur, un agriculteur au fin fond de l'Inde, c'est important qu'il puisse avoir accès aussi à des informations sur la sécheresse des sols, la qualité des sols, et des choses comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire passer ce message un peu en conclusion, parce que c'est aussi un débat qu'on a en ce moment, vous êtes probablement au courant. Il y a un projet de loi qui est en discussion maintenant. Vous avez entendu parler de la loi pour la République numérique d'Axel Lemaire. Je vous conseille tous d'aller sur le site web parce que c'est un projet de loi qui vient d'être mis la semaine dernière en discussion publique avant d'être présenté au gouvernement. Et il y a toute une série d'articles, en particulier l'article 9, qui concerne la diffusion des publications scientifiques. Parce que le problème qu'on a des publications scientifiques, c'est que nous travaillons payés par le contribuable. Malheureusement, quand nos articles sont publiés, on est obligé de donner la propriété intellectuelle de nos articles aux publishers. Donc, nous, chercheurs, on perd le droit même d'échanger nos propres articles avec d'autres personnes par le fait qu'il n'y a que le publisher qui a le droit de le faire vu qu'il possède notre travail. Et il ne se gêne pas pour le revendre très très cher à nos propres institutions. Donc c'est un système qu'on essaie de modifier. Et ça passe par ce genre de loi qui est que les données produites avec de l'argent public doivent appartenir au public. Voilà. Et pour le bienfait de la science, pour le fait que la science est faite pour être échangée. C'est-à-dire si j'ai une idée et que je ne la publie pas, bon, c'est perdu. Si j'ai une idée et que je la publie, mais que le publisher, il veut le vendre, mais trop cher que personne ne peut le lire, c'est perdu. Et si j'ai une idée et que je donne mes articles gratuitement à tout le monde, c'est gagné, parce que mes idées se diffusent et j'ai surtout des gens avec qui je peux les améliorer. Et la science est constructive. Hein. Vous avez vu, j'ai cité d'Alembert, j'ai cité Euler. On construit sur les chercheurs du passé et on échange avec les chercheurs actuels. On est tellement spécialisé qu'on ne doit pas être en concurrence, mais être en collaboration. Et la collaboration passe par l'échange des articles, des données et des codes. Voilà, bon, je fais un petit peu de politique à la fin, mais c'est parce que c'est aussi pour défendre ce que c'est que la science. Avez-vous des questions ? Merci beaucoup. Mais c'est bien de finir pas de la politique, puisqu'on aime bien la politique à l'IHP aussi. Donc il faut le faire, et tu as raison. Alors, est-ce que vous avez des questions scientifiques, politiques, ou simplement à quelle heure on mange, c'est comme vous voulez? Vous êtes fatigué? Personne? Ah, très bien. Oui, dans votre modèle global, il y a combien de variables qui rentrent? Alors, les variables essentielles, c'est celles que j'ai dites. Hein. C'est la vitesse, la pression, la température, l'humidité. Mais en fait, il y a énormément d'autres choses. C'est-à-dire que, on va appeler ça plutôt des paramètres. Comme je l'ai dit, il faut qu'on ait la bonne description de la topographie, il faut qu'on ait la bonne description des nuages. Une très grosse difficulté, c'est les nuages. Il faut qu'on ait le rayonnement solaire le bon rayonnement solaire avec Alors, une chose dont je ne voulais pas parler, parce que d'abord, ce n'est pas ma spécialité, vu que je fais de la turbulence, et c'est la partie que je trouve désagréable de la météorologie, du moins de la prévision météorologique actuelle. C'est ce qu'on appelle la paramétrisation. Je vous ai passé sous silence, en fait, un élément important. Je vous ai dit, il y a des grilles, d'accord ? Et M. Collado vous a dit, les grilles, aujourd'hui, elles sont de plus en plus petites, c'est vraiment super, c'est super, on a des grilles, on arrive à aller à l'échelle d'une rue ou de deux rues, etc., comme ça.
Mais par rapport à plein de phénomènes, c'est encore trop gros. Donc, on a en fait ce qu'on appelle la paramétrisation sous-maille. C'est-à-dire que, et les modèles dont Joël Collado a parlé, c'est des modèles pour faire de la météorologie locale. Mais si je fais le modèle de circulation générale, je ne peux pas avoir une résolution de 10 mètres, parce que ça ferait un nombre de calculs absolument énorme. Donc, j'ai des résolutions de, mettons, 100 km par 100 km. Et vous voyez qu'à l'échelle de 100 km, c'est-à-dire que mes équations calculent exactement, avec des guillemets, tout ce qui se passe à des échelles plus grandes, mais en dessous, il faut paramétrer, c'est-à-dire remplacer, essayer de rajouter des termes aux équations qui rendent compte de l'effet sous-maille, c'est-à-dire de ce que je n'ai pas pu mettre dans le modèle exactement. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand on passe à un ordinateur plus gros, alors, l'aspect paramétrisation sous-maille est complètement ad hoc. C'est pour ça que, pour moi, ça m'est assez désagréable, puisque je suis vraiment plus du côté de la théorie et de l'expérience, mais avec les équations où je ne rajoute pas de poudre de perlimpinpin. Je fais l'équation elle-même. Alors que quand on fait de la paramétrisation sous-maille, on rajoute toute une série de termes pour essayer de coller aux observations, parce qu'en dessous de cette échelle-là, il y a des phénomènes dont je n'arrive pas à rendre compte, mais qui ont quand même un effet, et je suis obligée de les paramétrer. C'est-à-dire, je suis obligée d'essayer de modéliser l'effet de ce que j'ai négligé sur les échelles plus grandes que j'ai résolues. Alors, ce qui est très drôle, vous avez donc des modèles qui, je ne vous l'ai pas dit, mais naturellement, c'est des quantités énormes de travail derrière développer le modèle, ensuite le faire tourner, ensuite analyser les résultats. Et quand on change d'ordinateur, on peut faire des résolutions beaucoup plus importantes, mais là, il faut recommencer toute la paramétrisation. Je prends un exemple typique. C'est dommage, j'aurais pu je les ai, mais sous forme d'une cassette. Comment dire, je l'ai dans mon cartable avec moi. J'ai des simulations faites sur le Earth Simulator. Donc, la première fois que le Earth Simulator, c'était vraiment une révolution par rapport à la résolution qu'ils ont amenée. Et c'est les premières fois qu'on a vu enfin les tourbillons émis par exemple, au sud de l'Afrique du Sud, vous avez un courant qu'on appelle le courant des aiguilles qui émet plein de tourbillons. Mais avant, on ne les voyait pas, ces tourbillons. On voyait flou, c'est-à-dire qu'il fallait supposer qu'il y avait des tourbillons, mais on ne les voyait pas dans le modèle. Et donc, il fallait rajouter un terme dit de viscosité turbulente qui, en gros, c'était censé se comporter comme l'effet moyen qu'auraient ces tourbillons. Mais ça, c'est bricolé. Mais c'est bricolé au sens où on n'a pas mieux. Quand on a une certaine résolution donnée, un certain ordinateur donné, on est obligé de prédire, parce qu'on fait de la production. La Météo France, ils doivent, vous allez écouter M. Collado demain matin à la radio, donc il doit vous dire quelque chose. Donc on ne peut pas attendre que les modèles soient parfaits, qu'on ait des résolutions extraordinaires. Voilà, donc j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes comme lui, parce qu'ils sont en production, mais un chercheur comme moi, on préfère essayer de bien comprendre les phénomènes et de les traiter de la façon la plus précise possible. Et ça, c'est plutôt, on est vraiment dans de l'engineering. C'est-à-dire quand on fait des paramétrisations, c'est des comportements d'ingénieurs. C'est-à-dire on n'a pas encore très bien compris comment volent les avions, mais on peut quand même faire voler des avions par essai-erreur. Voilà. Et c'est ça un peu la différence entre un chercheur comme moi, où ce qui m'intéresse, c'est de comprendre bien la turbulence, et je sais qu'on n'a pas encore très bien compris la turbulence, donc ça fait des effets un peu en boule de neige par rapport au modèle de climat. Et c'est aussi pour ça que j'ai tendance personnellement à penser que pour la prédiction déterministe, c'est-à-dire au moins sur le court terme, c'est important d'essayer d'avoir ces maillages adaptatifs, qui sont des nouveaux types de méthodes, on va dire. Et puis il faut aussi revoir, je n'ai pas eu le temps de vous en parler sérieusement, mais il y a aussi tout le côté traitement statistique qui est très très important. Joël Collado, d'ailleurs, vous l'a bien dit, à un moment donné, il a montré qu'on prédit une situation météorologique, mais elle est tellement instable qu'en fait, on fait plein de simulations en parallèle, genre une dizaine, une vingtaine, et on vous prédit la prédiction moyenne et la variabilité possible qui vous donne en fait une sorte de probabilité. Qui vous donne il avait employé un mot parce qu'il expliquait que les Anglais, on peut leur parler de probabilité en disant bon, la prédiction elle n'est pas très sûre, elle est en probabilité telle valeur, alors qu'en France, il ne faut pas dire ça, il faut dire, il y avait quel était le mot ? La confiance, voilà, c'est ça. Voilà, donc là, en France, on parle d'indice de confiance,
Et puis voilà. Donc, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vous donne une marge d'erreur. On essaie de donner la prédiction avec une certaine évaluation de l'erreur possible. Et pourquoi? Parce que si la situation météorologique est très 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 stable et que le système sous-jacent est justement pas trop turbulent, alors on va pouvoir prédire avec une erreur vraiment limitée. On contrôle bien l'erreur. Mais dès que ça va être des situations particulièrement instables, là on va avoir beaucoup d'erreurs. Il avait une carte très intéressante, vraiment bien faite, qui m'a beaucoup plu, où il montrait mettons une dizaine de simulations numériques où on voyait l'ensemble du globe et on voyait le jet stream qui va, par exemple, qui fait le tour de la Terre, mais là il y avait un jet stream très fort allant des États-Unis vers l'Europe et on voyait je sais pas, il avait un traceur et il voyait que toutes les sur la partie Atlantique Nord, vraiment les particules restaient les unes à côté des autres et dès qu'on arrivait sur l'Europe, oulala. C'est-à-dire que d'une simulation à l'autre, les mêmes simulations avec juste une toute petite variation initiale, hein, nous, là, ça couvrait toute l'Europe. Là, on faisait vraiment, on sent physiquement qu'on fait une grosse erreur. Et c'est ça qui lui permet justement d'évaluer sa confiance. Bon, ben merci, ça nous prouve qu'il y a plein de choses à faire, surtout dès qu'il y a de la physique non linéaire, ça complique bien les choses. Ah oui, le non linéaire, je crois que c'est une partie... Voilà. C'est ton problème de savoir comment tu fais les petites échelles de façon effective aux grandes échelles quand c'est non linéaire, parce que les moyennes et tout ça sont compliqués à faire. Non, mais il y a surtout l'idée, en tout cas c'est la direction dans laquelle je travaille, c'est qu'il faut faire en fait des moyennes conditionnelles, il faut faire des moyennes nettement plus sophistiquées. Le passage que je vous ai sauté, qui est à base d'ondelettes, fait à partir des... Je vais vous montrer très très vite. Fait à partir des travaux des Japonais, du moins des simulations des Japonais. On a repris leurs simulations numériques qui sont à grosse résolution, qui sont à 2048 au cube. Et on a montré, là, je vous montre très vite, ça c'est un instant d'une simulation. Et on montre qu'avec simplement, mettons, 2,6% des coefficients, on récupère tous les tourbillons, toute la dynamique non linéaire, on arrive à l'attraper ici. On attrape d'ailleurs 99% de l'énergie, c'est-à-dire qu'on attrape tout. Et là, avec 97% des coefficients restants, on montre qu'ils n'ont pratiquement pas d'énergie. Et surtout, ceux-là, on va pouvoir les... On n'est même pas obligé de les paramétriser, ceux-là. En fait, il suffit de les tuer et ça rend compte de la viscosité turbulente. Bon, je ne veux pas vous faire un séminaire technique. Non, mais Marion va te réinviter. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'avec simplement 2% des coefficients, vous voyez qu'on attrape tous les tourbillons. En vert, c'est l'original, 100% des coefficients, et en rouge, c'est les 2,6%. Et on peut montrer que ce qu'on jette, c'est beaucoup plus homogène et savoir avec un bruit. Voilà, un bruit type dissipation turbulente. Voilà, ça c'est typiquement les travaux de recherche qu'on fait. Et ça veut dire aussi qu'il faut faire des statistiques conditionnelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de la même façon quelque chose qui est homogène et qui essentiellement dissipe et quelque chose qui est très inhomogène et avec de la dynamique non linéaire entre tourbillons. Voilà, en gros, dit avec les mains. Bon. Merci beaucoup pour cette... il y a encore une question ? Quand vous dites pour le modèle linéaire, les erreurs s'ajoutent, ou pour le modèle non linéaire, les interactions ne sont pas prévisibles, cette différence-là entre linéaire et non linéaire, ça m'intéresse beaucoup. Non, les erreurs linéaires, disons, je vais prendre un petit modèle, c'est peut-être pas un bon modèle. Vous avez votre voiture et vous êtes sur du bon macadam, vous avez des bons pneus et vous êtes à 100 km/h. Okay. Vous tremblez un petit peu, voilà, vous avez un petit peu comme ça, vous tremblez un petit peu. Bon, votre voiture, c'est votre erreur, le tremblement. Votre voiture, elle va trembler, mais ça ne s'accumulera pas. Okay. Alors que la même chose sur de la glace, il suffit de trembler un tout petit peu, c'est parti dans le décor. Là, on est dans du... Là, le premier, en gros, c'est stable, l'autre, c'est instable. Bon, ben, merci à tous, merci à Marie Farge pour ce bel exposé, à vous tous pour avoir participé avec nous à cette belle fête de la science qui a été très riche et très active.
Et puis on espère vous retrouver l'année prochaine et peut-être avant dans d'autres activités de l'Institut. Voilà, c'est en général affiché sur le site web de l'Institut. Il se passe plein de choses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.